écoute ton cœur. Si on ne fait rien, on a nos cheveux en afro. Mon existence ne se résume pas à mes cheveux. Gérer ses finances, la vie de famille, réussir à s'épanouir personnellement. Moi, je veux savoir c'est quoi ton portefeuille action. Et là, on va parler de personnalité. Hello! Ça va? Oui! Bienvenue! Viens, je t'installe. Merci d'être venu. Avec plaisir. Installe-toi. Pas mal? J'adore. Ouais. Hello, c'est Elodie Euston, on se retrouve entre nous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Victor Dordogne. Bonjour. Bienvenue Victor. Donc Curls Life Matters sur Instagram avec plus de 400 000 abonnés sur Instagram et TikTok. Si je peux parler un petit peu de toi, est-ce que je peux dire que tu es ingénieur de formation ? J'ai été séduite quand j'ai entendu ça. Et effectivement, quand j'ai parlé avec toi, après, j'ai senti que tu avais l'âme d'artiste, mais que dans ta tête, ça calcule. Tu as aussi découvert la coiffure en te faisant toi-même coiffer. Et c'est ce qui t'a donné envie de te former, de découvrir ce métier. Donc tu es désormais coiffeur spécialisé pour les femmes qui ont les cheveux texturés. Tu as 2 salons, un à Paris, un à Bordeaux. Et du coup, passionné de notre métier, tu mets vraiment un point d'honneur à aider ces femmes et à leur apprendre à prendre soin de leurs cheveux. C'est exactement ça. Et aussi le petit plus, et c'est le point commun qu'on a, c'est que tu fais pas mal d'allers-retours entre la Guadeloupe et la Martinique pour pouvoir coiffer les femmes qu'il y a en Guadeloupe et en Martinique. C'est ça, effectivement, nos compatriotes ont aussi besoin qu'on prenne soin d'eux et je souhaitais que nos services et nos compétences soient aussi au service de notre population localement. C'était très important pour moi. Ouais. Bon, c'est une super intro. Je pense que tu as bien résumé l'ensemble de nos activités. Ouais. Je dis no parce que Curls Life Matters, c'est pas seulement moi, c'est toute mon équipe et sans eux, je pense que le concept n'existerait pas. Alors du coup, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi ? Alors, en communication, 3 à temps plein. En coiffure, sur Paris, je veux dire 2,5, mais on va dire 3. Et sur Bordeaux, on est pareil, 2,5. Ouais. Donc en gros, si on comptait vraiment tout l'effectif total, on est entre 7 et 10. Et c'est toi qui gères tout ça. On gère ensemble. Ok, vous gérez ensemble. L'objectif d'une Travail entreprise, d'équipe. de mon point de vue, là on parle vraiment business, c'est de faire en sorte que l'entreprise se gère toute seule. Tu es la direction, tu es la tête du corps, mais le corps bouge sans forcément avoir la tête du serpent tout le temps. Donc, Intéressant. on gère ensemble. Je ne suis pas responsable de tout, chacun a ses tâches, chacun a ses responsabilités et on avance ensemble et on donne tous nos feedbacks pour pouvoir faire en sorte qu'on construise un mouvement. Et le mouvement, il se construit par chaque petite vague qui viennent s'enchaîner les unes sur les autres pour venir s'écraser sur le sable et créer la forme de la plage. beau. Et quand je suis né, vu qu'on a des ancêtres chinois dans ma famille, je suis né avec beaucoup de cheveux et des cheveux qui partaient dans tous les sens, qui avaient des formes aléatoires. Et ma mère, elle était totalement perdue face à ça. Elle voit un petit bébé, elle se dit, il a plein de cheveux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et du coup, elle a demandé à ses amis de venir me coiffer, me tresser jusqu'à mon entrée à l'école. Et comme tous les petits garçons, hop, la tondeuse, Ouais. c'est rasé, c'est fini, on n'en parle plus. Et ça, jusqu'à mes 18 ans. Arrivé à mes 18 ans, j'ai pu commencer à prendre mon indépendance à 100% et je me suis dit, mais pourquoi je veux couper mes cheveux? À quoi ça me sert? Je les ai laissés pousser, sauf que on est totalement perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se coiffer, on n'a aucune vision, ni de notion, ni de compétences, ni de produits, et encore moins de techniques, de protocole pour pouvoir en prendre soin correctement. Du coup, c'était Bagdad. T'as quel âge? Là, j'ai 28 ans cette année. Ok, donc il y a 10 ans. C'était exactement, c'était Ok. il y a 10 ans. Et du coup, quand on commence à appréhender le cheveu, on commence à se dire, quelle est mon identité? C'est avant tout ça le cheveu. Avant d'être un accessoire, c'est une partie de nous. Ça sort de notre corps et ça fait partie de nous, tout comme nos mains, nos ongles, nos jambes, nos pieds. Et il faut l'intégrer, il faut pouvoir incorporer cette notion pour comprendre comment on arrive au point T, qui est le moment où j'ai décidé de devenir coiffeur. Je me suis toujours fait coiffer. Et à un moment, je me suis dit, mais Donc quand tu dis je me suis fait coiffer, c'est tressé. tresse, Voilà. natte. Ouais. Je ne portais
portais quasiment jamais mes cheveux lâchés. Pour moi, c'était une hérésie, ça n'existait pas. Dans l'imaginaire, porter ses cheveux lâchés, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça n'a pas de forme, ce n'est pas coiffé et ce n'est pas soigné ni entretenu. Tu n'étais pas éduqué à mettre ton cheveu naturel en valeur. Si, mais pas sous le prisme de ta boucle naturelle en tout cas. Du cheveu lâché. Voilà. Bouclé ou en afro. Et c'est un prisme qui est, c'est bête de le dire, mais qui est naturel et qui est évident. Si on ne fait rien, on a nos cheveux en afro. Nos cheveux, ils sont lâchés tels quels. C'est très bien. Ouais. Et c'est un jour, je suis allé dans un salon de coiffure à Bordeaux, qui était un salon de coiffure pour cheveux bouclés. Et je me rappelle très bien de cette interaction. La coiffeuse m'a dit, je ne sais pas ce que ça va donner. Je lui ai dit, bon, c'est la première fois qu'un coiffeur me dit qu'il va me coiffer sans savoir ce que ça va, ce que je vais avoir comme résultat. Moi, j'ai trouvé ça totalement bizarre. Mais le résultat était tellement beau. Et quand je dis beau, c'est parce que j'ai trouvé une représentation de moi que j'ai trouvé la plus fidèle à ce que j'aimerais dégager dans le monde extérieur. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, je vais commencer la coiffure. C'est incroyable. Et du coup, tu faisais quoi comme études? J'étais en dernière année d'ingé. J'avais fait une année de césure durant laquelle j'avais monté une entreprise d'expédition de fruits et légumes bio partout en France. Et du coup, on a fait ça avec un réseau d'agriculteurs et ça a extrêmement bien marché. Donc, je suis passé de mon statut d'étudiant à un statut où je finissais mes études tout en ayant une activité professionnelle à côté. Entrepreneuriale. Donc, j'avais un statut qui était plutôt, on va dire, correct par rapport à mon âge. Et là, j'ai dit à cette personne, je veux absolument, donc la propriétaire de salon de coiffure, je veux absolument apprendre à coiffer. Ça m'a pris 6 mois pour commencer à pouvoir travailler avec elle. Donc j'ai arrêté mon activité entrepreneuriale à ce moment-là et j'ai commencé à devenir assistant manager du salon. Donc je faisais tout ce qui était compta, gestion, etc. Et petit à petit, je mettais la main à la pâte et j'ai commencé à apprendre comme ça. Ça a duré à peu près 1 an et demi. Ensuite, je suis parti dans un autre salon et là, je suis passé en alternance pour passer mon CAP en 1 an. Et là, tout s'est enchaîné. Et c'est là que j'ai commencé à monter mon concept. Et aller te mettre aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça. Quand je dis tout, vidéos. Exactement. Quand je dis tout s'est enchaîné, j'ai fait une rencontre spectaculaire. C'était la première personne avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Chloé Miranda. Coucou Chloé. Je ne vais pas trop dire son nom parce qu'après on va me la voler, parce que c'est la meilleure. C'est ma directrice de communication aujourd'hui. Et on a commencé à monter des vidéos, on a commencé à créer du contenu sur les réseaux. Et on avait un seul objectif, une vidéo par jour. Et on a fait ça pendant 6 mois. Et au bout des 6 mois, on a eu 40 000 abonnés. Et ensuite, on a recruté, on a pris plus de monde en alternance. J'ai dû, à la fin de mon alternance, arrêter à ce moment-là, recruter quelqu'un en BP pour pouvoir ouvrir mon entreprise, puisque maintenant il y a eu la loi qui est passée qui nous permet d'ouvrir notre entreprise si on a un employé qui est en BP, qui a le BP. Et j'allais à Paris tous les 15 jours pour aller coiffer les week-ends, pour développer une clientèle à Paris. Et au fur et à mesure de cela, on a pu développer les réseaux sociaux, développer Paris et maintenant développer Bordeaux. Génial. Très inspirant. Merci. C'est génial. Deuxième question, si tu avais le pouvoir d'imaginer un salon de coiffure idéal, à quoi ça ressemblerait? Ouh là 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 là. C'est fou parce que... Allez, vas-y, pars. C'est parti, hein. J'espère que tu es prête. Hein. Vas-y. Ouh là là. Allez, go. Alors, j'y réfléchissais pile poil hier. Tu vois? C'est fou, hein. Alors, j'aimerais lancer, mais c'est totalement ça, j'aimerais lancer un concept de salon de coiffure comme les bars à brushing. J'explique pourquoi. Aujourd'hui, les femmes afrodescendantes disent on n'a pas de salon de coiffure accessible financièrement auquel on peut retourner régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours. Uniquement pour se coiffer. Que du coiffage. C'est ce que j'ai envie de lancer ces jours-ci. Avec un prix coiffage, on est autour de 50 €. C'est-à-dire ce qu'on peut trouver... dis-toi que tu l'as lancé, donc c'est ton idée. Donc n'allez pas prendre l'idée. Mais allez la prendre. Une idée, ça n'appartient à personne. Mon objectif, c'est que ça se réalise. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Et ce concept, ce serait génial parce que les femmes afrodescendantes ne trouvent pas de coiffeur, ou en tout cas de système de coiffure,
à un prix économique, qualitatif et qui ne va pas abîmer la santé de leurs cheveux. Et du coup, on pourra avoir des services. Il n'y a pas de modification, même temporaire, du cheveu. Pas de modification du cheveu, des produits de qualité, des techniques de qualité, des bons conseils, bon accompagnement, et puis après la possibilité d'avoir des services additionnels à côté. Et surtout, bien sûr, un coiffage cheveux lâchés. On rentre dans le timing. Tu rentres à 10h, tu es parti à 11h, tu es coiffé. Maximum. C'est ça mon idée, c'est ainsi. Eh ben, Mon salon de coiffure idéal, ça ressemble à ça. Après, si on parle bien sûr de localisation, de cadre, de service client, il y a toutes ces dimensions qui sont super importantes. Un accueil où tu es bien accueilli, avec les bonnes valeurs, dans un lieu qui est joli, lumineux, avec un espace où on n'est pas collés les uns sur les autres, où on peut avoir un moment de détente, où on est apaisé, avec une équipe qui propose vraiment des prestations extrêmement qualitatives. Je pense qu'il faut le dire aujourd'hui parce que c'est pas la base malheureusement dans tous les salons et je pense que c'est ce qui fait ta différence aujourd'hui et ce qui fait ta longévité, ta pérennité parce que tu as dû intégrer dès le départ dans ton salon toutes ces dimensions là et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que tu arrives aussi bien à te différencier. Effectivement, c'est ça. C'est une très belle idée en tout cas. Franchement, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que, tu vois, quand on accueille les femmes au salon, souvent ce qu'elles vont dire en sortant, c'est « j'ai jamais vu mes cheveux comme ça ». C'est « mais comment je vais faire pour le reproduire à la maison ?» Donc il y en a quelques-unes qui filment. Tu vois, et je trouve ça génial qu'elles posent le téléphone et elles filment, tu vois, comment on applique les produits, etc. Et après, comme je dis toujours, moi, c'est une éducation. C'est quand tu n'as jamais fait, c'est normal que tu ne saches pas reproduire dès la première fois. Le tout, c'est de recommencer, recommencer et recommencer parce que, effectivement, comme tu disais, nous, les femmes afrodescendantes, peu importe qu'on ait une maman noire ou une maman blanche, aucune femme n'a été éduquée à mettre en valeur le cheveu naturel. Donc naturel, c'est ondulé, bouclé, frisé et crépus. Donc c'est à nous aujourd'hui, professionnels, et nous maintenant on est informés et on est formés, justement de pouvoir donner ces conseils et avec bienveillance et de leur donner les tips pour qu'elles puissent se coiffer à la maison. Et c'est vrai que c'est une super idée parce que c'est express, parce qu'elles prennent pas toute leur journée, parce que moi clairement quand elles arrivent dans mon salon, bon quand c'est pour une coupe c'est 2 heures, 2 heures et demie, shampoing, coupe, coiffage, soin, et pour les techniques on n'en parle pas, c'est 5 heures. Oui. Donc souvent maintenant elles travaillent quand elles viennent, donc c'est sympa, mais il y en a qui n'ont pas que ça à faire, je le sais bien, tu vois, donc c'est vrai que ça c'est vraiment une super idée. En fait, c'est avant tout l'accent sur l'accessibilité. C'est ça. Je veux que ce soit possible de se dire que tu puisses venir tous les mois, même tous les 15 jours au salon et que ça ne te coûte pas un bras et 3 jambes. Parce que j'ai conscience aujourd'hui, on a des formules d'éducation. Tu vois, je propose ces formules où les gens peuvent venir apprendre à se coiffer. Ça coûte 300 €. Ouais. Parce que ça demande un temps effectivement qui est privilégié. Il faut qu'on bloque de l'espace au salon. Il faut qu'on filme aussi pour permettre d'avoir une vidéo qui derrière va leur permettre de reproduire à la maison. C'est pas accessible à tout le monde. À tout le monde. Ouais. C'est pas accessible à tout le monde. C'est un débat, l'accessibilité, puisque on remarque aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui ont très peu de moyens financiers et qui ont quand même des objets de luxe. Ouais, c'est une priorité aussi. Et c'est la notion de priorité. Mais effectivement, je mets cet accent sur l'accessibilité, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, nos populations aux Antilles, on a 50% des jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est important aussi pour nous de proposer à tout le monde ce genre de service. Troisième question, on parle souvent de cheveux comme d'un symbole de personnalité. Tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, on a fait des cheveux un débat qui, pour moi, revient toujours à la même essence. C'est ramener les femmes et les hommes noirs constamment à leur apparence. Je vais approfondir la question parce que ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire. C'est une façon, je pense, de détourner l'attention des choses qui sont extrêmement importante. Gérer ses finances, la vie de famille, réussir à s'épanouir personnellement, prendre soin de sa santé émotionnelle. Toutes ces choses qui vont faire qu'on va être heureux
dans la vie de tous les jours sont masqués par des contenus humoristiques, par des contenus beauté, par des contenus divertissants, alors qu'il y a des notions de base qu'on devrait aborder frontalement et qu'aujourd'hui sont laissées de côté pour plutôt mettre en avant des choses qui sont liées à l'apparence. Et on va parler de personnalité en parlant de cheveux. Non. Moi, je veux savoir c'est quoi ton portefeuille action. Et là, on va parler de personnalité. Parce que c'est là où tu mets ton argent, que tu mets ton attention et ton énergie. Donc je prends un exemple extrême. Maintenant, juste pour finir sur ce point, bien sûr que nos cheveux ont un rôle dans notre apparence. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que notre apparence définit notre personnalité. Oui, non, je suis d'accord. C'est plutôt le contraire. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même des périodes de vie où tu sens que tu as besoin de changer d'apparence physique, etc. Là, on va être plus... là, toi, tu es parti très, très profondément. Et c'est OK. Hein. Mais tu vois, par exemple, je vais parler pour moi. J'ai toujours eu les cheveux longs parce que, pour moi, les cheveux longs, c'était un gage de féminité, de sexy attitude, de glamour, etc. J'ai les cheveux courts aujourd'hui. Je me suis jamais sentie aussi sexy et aussi femme que depuis que j'ai les cheveux courts. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un travail personnel, parce que j'ai eu un deuxième enfant, parce que j'ai changé de vie, etc. Tu vois, où je me suis dit, là, j'ai envie d'un changement. Et là, je pense qu'il est temps que j'arrête de me cacher derrière ma chevelure, où je pense que grâce à mes cheveux, je suis jolie. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est très vrai parce que, comme tu viens de le dire, il a fallu pour toi faire un travail intérieur, déconstruire certains rapports qu'on avait avec le cheveu. Et je pense que c'est à nous au salon aussi de transmettre ces valeurs-là à nos clients et à nos clientes. On a énormément de clientes qui ont peur de couper leurs cheveux parce qu'ils vont dire « Ah, mais ça va pas m'aller. Ah, mais en fait, j'ai pas de modèle de représentativité qui est beau en ressemblant à ça. » Et donc, elles n'arrivent pas à se projeter en fait, dans une image positive avec des cheveux courts, avec des cheveux colorés, avec, comme on l'a dit, je pense que toi, tu as dû entendre ça 1000 fois, mais colorer les cheveux, ça abîme. On ne peut pas colorer des cheveux texturés, on ne peut pas colorer des cheveux frisés au crépus, c'est pas bon. Je pense que tu as dû l'entendre énormément dans ta carrière. Et il faut pouvoir déconstruire tout ça pour faire comprendre à la femme que le cheveu, c'est un gage de liberté. C'est la seule partie de notre corps qui repousse, en fait, quand tu la coupes. Avec les ongles. Il n'y a pas de... Oui, effectivement. Ah bah pour nous, c'est important. J'avais oublié les ongles. Non, mais il faut y penser. C'est vrai que ma femme les fait souvent. Avec les ongles, c'est la seule partie du corps et tu peux la changer à l'infini. Pourquoi se limiter? Pourquoi s'enfermer dans un carcan? Au contraire, utilisons-la comme une façon de nous exprimer et justement de faire ressortir la personnalité que l'on a. Je suis d'accord. Et pas pour la définir. Ça, c'est aussi dû aux croyances. Tu vois, lié aussi à la société occidentale, etc. C'est ça. Et puis, on est dans une société patriarcale. Les 3/4 des hommes disent si moi j'aime les cheveux longs. Le nombre de femmes qui arrivent au salon et qui disent non, là, mon mec il m'a dit je peux pas me couper les cheveux. Ouh là là. Moi, la première chose que je dis. Alors, moi, je boue parce que moi, mon chéri, quand j'ai dit j'ai envie de me couper les cheveux, j'étais là, je sais pas, je coupe pas. Il m'a dit mais coupe. Tu vois, c'est lui qui m'a dit mais coupe-les, de toute façon tu seras toujours aussi jolie et puis c'est un nouveau process. Bien sûr. Et même il y a quelques semaines ou quelques mois, il m'a dit rase. Tu vois, et on n'en entend pas beaucoup. Et quand je dis ça à mes clientes, elles me disent ah bah t'as de la chance, hein. Bah ouais, mais c'est un choix. Faut choisir. Oui, et puis il faut se choisir en fait. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais coupé et puis après voilà, voici la femme avec qui tu es, point. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Je pense que c'est pas quelque chose qu'on m'a dit verbalement, ce conseil. Je pense que c'est une somme de choses que j'ai vu mon père faire. Ok. Donc tu t'es identifié ? Et effectivement, dans les deux sens, hein, autant positivement que négativement. C'est quelqu'un, je ne vais pas exposer toute sa vie, mais d'extrêmement libre et qui a toujours choisi
de faire ce qui lui portait à cœur. Et ce, au détriment de tout. Même si ça voulait dire aller à contresens de tout ce que les gens pouvaient dire et de tout ce que les gens pouvaient penser. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Et j'ai plusieurs situations que je visualise et il y a plusieurs choses que je ressens quand je dis ça. Parce que le fait d'aller à contresens, non pas de ce que l'on vit, mais de ce que les autres disent, de ce que les autres peuvent penser. C'est le plus grand testament que tu aies en vie. Et ça, je pense que c'est le plus beau conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. Écoute ton cœur. N'écoute pas forcément ta raison parce qu'elle s'est construite de la somme de toutes les pensées que tu as et elles ne t'appartiennent pas forcément. Il ne faut pas forcément écouter ses pulsions non plus parce qu'elles sont passagères. Mais ce que tu ressens vraiment au fond de toi, si tu prends le temps de l'écouter, tu vas réaliser des choses qui vont te dépasser, qui vont aller beaucoup plus loin que ce que tu pourrais vraiment imaginer dans l'instant présent. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui me guide à faire ce que je fais parce que pour passer d'un boulot stable comme ingénieur à faire un métier qui est en décroissance totale comme la coiffure, parce qu'on sait que le marché de la coiffure est en décroissance, le nombre de coiffures qui ferment, le nombre de coiffeurs qui manquent aussi, fait que aucune personne sensée ne va se dire je vais investir dans la coiffure. Ça n'a pas de sens en fait de se dire d'un point de vue extérieur, vraiment totalement financier, en faisant une étude de marché, sans chercher à se spécialiser. Je parle juste des coiffeurs de base, lambda, qui n'ont pas de spécialité, coiffeurs généralistes. Voilà, mais toi tu fais ça, enfin tu as fait ça par passion et avec le cœur. Ah oui. C'est ce qui change la donne aussi beaucoup. Et je pense que c'est ce que les clients ressentent, parce qu'on n'est pas parfait. On est très loin de l'être. Il y a plein de choses que j'aimerais améliorer, que j'aimerais ajouter à nos services, à notre façon de travailler, que l'on n'a pas du tout. Et ça ne nous empêche pas de travailler, ça ne nous empêche pas de faire les choses. Et ma première métrique pour savoir si on a fait du bon boulot, je demande à mes employés, est-ce que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui ? C'est tout ce que je veux savoir. Parce qu'on vit aujourd'hui, mais on ne sait pas si on va mourir demain. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce qu'on a passé une bonne journée? Est-ce qu'on s'est amusé? Est-ce qu'on a pris plaisir à coiffer les gens qui sont venus? Est-ce qu'ils ont pris du plaisir? Est-ce qu'on a rigolé au salon? Qu'on ait fait 10 euros, 20 euros, 10 000, 100 000, peu importe. Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec le cœur? Parce que c'est ça qui va faire qu'on va le faire longtemps et bien. Si tes cheveux pouvaient raconter ton histoire, qu'est-ce qu'ils diraient de toi aujourd'hui? Je pense que mes cheveux diraient que mon existence ne se résume pas à mes cheveux. Pour faire écho à la question numéro 3. Mais je pense qu'ils diraient aussi que je peux exister sous toutes les formes. Je peux exister en prenant beaucoup de place dans le monde. Que j'ai le droit d'exister et d'aller au cinéma et de cacher la vue à quelqu'un d'autre qui est derrière moi. Et que c'est ok. Et que c'est ok en fait. J'ai pas besoin de me mettre tout au fond ou tout en bas. Je pense qu'il dirait aussi que... J'adore. Ouais. Je pense qu'il dirait aussi que même si aujourd'hui j'ai envie de prendre beaucoup de place, demain si j'ai envie d'être discret, j'ai le droit aussi, je peux me faire des tresses. Que je suis pas obligé et forcé d'être extravagant, exubérant, de faire le clown. Parce que j'ai des cheveux texturés, que j'existe dans ma dualité, dans ma diversité, en tant que personne métisse, afrodescendante, avec ma part caucasienne, avec ma part noire, avec mon histoire africaine, avec mon histoire caribéenne, avec mon histoire européenne. Et je pense que la beauté d'un cheveu bouclé, ondulé, frisé, c'est de réussir à raconter en même temps toutes ces histoires complexes et diverses. Dernière question, un coiffeur ou une coiffeuse qui t'inspire énormément et pourquoi? Ok. J'essaie de bien choisir là. Pas me faire taper. Avec le cœur. Ok, avec le cœur. Avec le cœur, ok. Je pense à plusieurs personnes, mais je vais essayer, comme on m'a dit qu'un, je vais essayer de me cantonner à cette personne. C'est fou qu'il n'y a qu'une seule personne qui me revient. C'est Bianca Ullman. Bianca Ullman, c'est une coiffeuse brésilienne
qui aujourd'hui a réussi le pari de pouvoir créer un concept où elle ne coiffe plus. Non pas parce qu'elle n'aime pas la coiffure, mais parce qu'elle a réussi à connecter une clientèle de qualité avec des coiffeurs de qualité. Des gens qui voulaient avoir des prestations qui étaient à la hauteur de leur espérance, y mettre le budget avec des gens qui soient prêts à y répondre jusqu'au bout. Elle a réussi à créer un des plus beaux salons d'Amérique latine et à dédier ce salon qu'aux cheveux texturés. Elle a fait ce pari et elle a réussi à mettre en place une ligne de produits qui aujourd'hui est distribuée partout au Brésil et qui porte son nom. Quelqu'un qui a commencé de rien, qui a fait faillite 3 fois, qui échoue et a échoué et je pense va continuer à se tromper et qui tous les jours prend le risque de raconter l'ensemble de ses expériences sur les réseaux. C'est quelqu'un qui est, je pense, très décrié, que ce soit par ses autres concurrents, par ce que les gens peuvent dire sur les réseaux, parce que c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui s'est fait opérer, qui a fait de la chirurgie esthétique, elle n'a aucun problème avec ça, elle n'a aucun problème à en parler. Quand elle est triste, elle le montre, quand elle est heureuse, elle le montre, quand elle réussit, elle le montre, quand elle échoue, elle le montre. Et je trouve ça tellement fort et tellement beau de pouvoir voir tout ça dans la dualité et montrer à quel point on est capable de partir de zéro et d'arriver à un point B en se concentrant exclusivement sur les cheveux texturés dans un pays aussi raciste que le Brésil et dans la région de São Paulo qui plus est, que aujourd'hui, pour moi, si je devais avoir un coiffeur qui m'inspire, ce serait elle et personne d'autre. Merci. Une dernière chose, est-ce que tu aurais une question à me poser? Alors oui, j'ai une question pour toi, Elodie. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le colorisme, sur le texturisme, sur les gens qui disent que nos salons, et là je parle de moi en l'occurrence, sont réservés à une catégorie de population qui est ondulée, bouclée. Est-ce que tu penses qu'on favorise le colorisme et le texturisme au travers de notre travail? Alors pour moi, il y a 2 choses. Première chose, je suis métisse. Je me mets beaucoup en avant sur les réseaux sociaux. Donc je pense que j'ai déjà une clientèle qui me ressemble pas mal. C'est-à-dire qu'elle s'identifie quand même beaucoup à moi. Donc forcément, j'ai beaucoup de métisses. Je pense que ça prend 80% de ma clientèle. Ensuite, je dirais que j'ai 15% de clientes européennes avec des cheveux bouclés. Et ensuite, j'ai 5% de femmes noires aux cheveux crépus. Donc je pense que ça joue un petit peu l'identification. Deuxième chose, ce qui est compliqué avec les femmes aux cheveux crépus, c'est que souvent elles préfèrent modifier la texture de leurs cheveux de façon temporaire ou permanente. Je dirais plus temporaire, parce que nous au salon on ne fait pas de défrisage. Donc je dirais plus temporaire, donc elles sont en demande de faire des twist out, de retravailler en fait leur texture naturelle. Et même si on peut le faire, c'est pas ce que je prône. Quand j'ai une femme qui a un cheveu crépus qui va venir au salon, pour moi, ce serait de faire une jolie coupe, de faire un joli soin et de mettre des bons produits pour pouvoir hydrater son cheveu et mettre en avant son cheveu qui est crépus. Mais pas spécialement vouloir lui créer une boucle. Et c'est là où le positionnement est compliqué et où justement on peut dire qu'on fait du colorisme, c'est parce que il y a encore peu de femmes aux cheveux très crépus qui veulent garder leurs cheveux très crépus mais juste en bonne santé. Donc c'est très touchy. Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu poses la question parce que j'ai jamais pris la parole dessus. On a fait la même formation pour justement mettre en valeur le cheveu crépus,
mais en vrai on ne le met pas en valeur, on le modifie. Dans la formation qu'on a faite ensemble, en fait on modifie la structure du cheveu, même si elle est temporaire, parce qu'au bout d'un shampoing, le cheveu redevient comme il est, donc crépus. Mais moi, j'ai pas encore réussi à faire de formation, donc je le fais comme je le sens. J'ai pas eu une formatrice qui me disait là, on va laisser le cheveu crépus dans son entièreté parce qu'il est très beau comme ça et qu'on n'a pas besoin de le modifier et qu'on va juste le soigner, faire une jolie coupe et le mettre en valeur comme ça sans avoir à le modifier. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on est dans une société quand même qui est très occidentalisée et où là, le métissage, les boucles, aller jusqu'au frisé est mis en avant, mais on ne met pas en avant et on prône pas, et même dans les médias, etc., on prône pas le fait que le cheveu crépus ce soit beau. Oui. Alors que clairement, ça l'est tout autant. C'est juste que c'est encore un travail de déconstruction, tu vois, dans l'esprit des femmes aux cheveux crépus, pour qu'elles puissent se dire, moi j'ai pas les cheveux bouclés et en fait c'est ok, juste j'ai les cheveux crépus, ils sont très beaux comme ça et je vais dans le salon d'Elodie, je vais dans le salon de Victor, je vais dans le salon d'un tel pour faire mes soins, pour les mettre en valeur et avoir une jolie coupe. Et fin en fait. Tellement vrai. Voilà. Très d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça, c'est un de nos gros programmes en 2025 que tu vas avoir sur les réseaux. Ah bah, je le suivrai avec plaisir. Vraiment. Merci pour ta réponse. Et merci pour ta venue, Victor. C'était très très inspirant. J'ai adoré ton empathie, ton humilité et ta vulnérabilité. C'est très fort et ça m'a beaucoup plu, donc merci beaucoup. Merci d'être venu dans ce nouveau podcast qui s'appelle Entre nous. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.